Aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter des histoires, alors j'ai un peu farfouillé dans les archives moto, et je peux vous dire que j'ai trouvé du très lourd. Permettez-moi de vous poser une petite question qui va être le début de toutes les réflexions. Selon vous, quels sentiments, quels attributs vous associez à la moto au premier abord? Alors on a souvent en tête la vitesse, la passion, la liberté, et c'est en effet ce que vous diront le plus grand nombre de motards lorsqu'ils vous parleront de leur vécu. J'ai cependant envie de vous en donner 3 autres, un peu moins communs. Qu'est-ce que vous pensez de la folie, le courage et la détermination? Pour chacun de ces concepts, je vous propose d'aborder l'histoire de personnes qui incarnent à leur échelle la riche histoire de la moto. Et sans plus tarder, on va rentrer dans le premier concept, celui de la folie. Et vous allez voir, c'est loin d'être un euphémisme. Voici l'incroyable histoire du Prince Noir et de son fameux tour autour du périphérique parisien. Comme toutes les autres légendes, notre histoire elle débute avec une date, ou plutôt une époque, la fin des années 80. La fin des années 80, dans les oreilles, on a Like a Prayer de Madonna, le dernier téléphone c'est le Motorola Microtac 9800X, t'es mal à bête. Les gens s'habillent comme ça, et Internet, c'est ça. Ouais, il n'y avait pas encore... Celui qu'on connaît aujourd'hui, il est né un an plus tard. Imaginez-vous un matin de septembre 1989 sur le périphérique parisien. Vous êtes dans votre Renault 4L, bien cliché, et vous vous apprêtez à aller au travail quand un rugissement peu commun retient votre attention. Un bon gros coup de gaz des familles. Et à peine avez-vous eu le temps de jeter un coup d'œil dans votre rétroviseur qu'une silhouette sombre passe devant vos yeux à une vitesse dont vous n'avez jamais été témoin de votre vie. Le Prince Noir, c'est de loin l'une des légendes les plus connues dans le monde du deux roues. En tout cas, en France, elle est transmise de motard en motard, mais pourtant, elle est bien réelle. Alors, j'adorerais commencer cette histoire en vous présentant quelqu'un pour raconter sa vie et comprendre comment est-ce qu'il en est arrivé là, ses motivations, etc. Mais en fait, je ne peux pas. Pour la simple et bonne raison que personne n'a la certitude de qui il est vraiment. Le Prince Noir n'a jamais été montré officiellement. On ne sait pas qui il est. Même aujourd'hui, 36 ans après, on spécule encore sur son identité. Certains affirment qu'ils étaient potes avec lui en 89, d'autres qui disent carrément que c'était eux qui l'ont chronométré. On ne sait pas de qui il s'agit. Pourtant, on le verra, vu le bruit que cette histoire a fait, ça a bien enquêté sur lui après sa petite balade. Mais vraiment rien. Ah si, il y a juste un nom qui ressort plusieurs fois, c'est Pascal. Ouais, c'est moins classe que le Prince Noir. Donc si je parle de Pascal, je parle du Prince Noir. D'autres affirment qu'il était boucher, pharmacien, membre d'un club de motards, et d'autres qui disent qu'il est tout simplement mort. C'est tellement flou que les infos qui sont parvenues jusqu'à nous aujourd'hui ne permettent même pas de savoir si le Prince Noir était bel et bien vêtu de noir. Tu parles d'une info cocasse quoi. Faut le dire, à l'époque, il n'y avait pas grand monde qui avait des smartphones qui prenaient des vidéos en 6K. On le rappelle, hein, mais le nec plus ultra des téléphones à cette époque-là, c'était un cale-porte. Hein, donc... Alors vous me direz, Lucas, il y a peut-être pas beaucoup de vidéos, mais il y a au moins celle qui a permis de certifier que cet événement il s'est bel et bien déroulé. Avec ça, on saura à qui on a affaire. Et c'est parfait ça. Il a foutu la cam sur le réservoir. La seule et unique vidéo qui existe et qui relate son histoire, et qui est certifiée que c'est lui qui l'a prise, ne montre même pas le mec. Ah, il a pas cherché à s'emmerder, hein. C'était une cam, une moto, une course. Point. Tiens d'ailleurs, en parlant de sa course, c'est quoi les faits? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Un beau matin de septembre 1989, notre cher ami Pascal, dont on ne connaît pas officiellement le nom, décide pour une raison quelconque d'enfourcher sa moto et de se lancer un énorme défi, faire le tour du périphérique parisien à fond. Il y en avait qui savaient s'amuser. Hein. Son but il est clair, établir un tour complet des 35 km que constitue la couronne de la capitale en un laps de temps le plus court possible, sur route ouverte. Sinon c'est pas drôle. Il tente son record à 7h30 du matin pour essayer de minimiser les risques d'affluence. Il est pas con, hein. Faut savoir un truc, c'est qu'en 1989, le périphérique il a une dizaine d'années. Et il est pas aussi lourdement fréquenté qu'aujourd'hui avec ses 1 million de voitures par jour. Un autre détail, la vitesse limite sur cette voie express était de 90 km/h. Aller au-dessus étant considéré comme dangereux. Dangereux dans les années 80, ça voulait dire dangereux. Ça faisait même pas 20 ans que le casque il était obligatoire, on n'avait pas les mêmes standards de sécurité. Quand on ramène aux 50 km/h du périphérique aujourd'hui, même à l'époque, ils allaient à 60 dans les rues. La zone 50 dans la rue, c'est 91. Pascal, a.k.a. le Prince Noir, se place à 7h30 du matin, porte Dauphine et regarde son pote prêt à lancer le chrono. À peine il a le temps de dire qu'il est prêt, qu'il tape son meilleur départ arrêté et démarre son périple dans le sens horaire. Ce choix serait d'ailleurs stratégique puisque le périphérique comporte certaines caractéristiques de virage et de circulation qui font que ça va plus vite dans un sens que dans l'autre. En tout cas, ça matche avec sa conduite. Si on regarde le tracé du périphérique parisien, on peut clairement distinguer plusieurs secteurs, comme on le ferait avec un circuit de course. C'est probablement comme ça que le Prince Noir s'y est pris en amont pour maximiser ses chances d'établir son record. Bon, je vais pas tous vous les faire, mais il a vraiment piloté comme s'il avait 9 vies. Il part depuis Porte Dauphine, dans le secteur 1, l'un des plus calmes du périph', jusqu'à Porte de Clignancourt,
qui inclut des zones assez droites, donc rapides, comme après la porte de Champéret. Dans cette portion, le Prince Noir emmagasine beaucoup de vitesse. Après, je dis c'est calme, mais il frôle sans pression les 200 km/h en passant à 20 cm des véhicules qui n'ont aucune idée du missile qui leur arrive dessus. En clair, un coup de volant et c'est fini pour le Prince. Mais il continue d'accélérer avant de rentrer dans le vif du sujet. En gros, pour lui, cette portion, c'est un amuse-bouche, avant de passer réellement à table avec le secteur 2. Après avoir pris une méga allure, il rentre dans le secteur 2 avec un long virage à droite, porte de la Villette. Jusque-là, le pilote n'avait pas le droit à l'erreur, mais le voilà dans une situation encore plus délicate. Les contraintes subies aux pneus sont ici très fortes, car le tracé n'est pas fait pour rouler aussi vite. Les vrais circuits sont étudiés pour suivre des trajectoires rapide, à l'instar des voies publiques qui, elles, sont pensées pour fluidifier un trafic, de plus à vitesse raisonnable. De toute façon, imaginez un truc très simple, prenez un virage à 200 km/h alors qu'il y a marqué 70. Il est constamment à la limite de perdre l'adhérence. La prise de risque, elle est d'autant plus grande quand on se rend compte qu'à cette époque, le revêtement du périphérique, il était dans un état particulier. Dans son interview pour France 5, Pascal nous confie avoir évité plusieurs fois des nids de poules. Dans cette partie du périphérique, par contre, le revêtement est très mauvais. C'est-à-dire qu'il saute, il n'est pas vraiment lisse. Il y a tout le temps des bosses. Et c'est pour ça qu'on voit la caméra énormément bouger. C'est cocasse, hein. À 200 km/h, ça allait encore plus Pascal. Après ce long virage, il continue sur une longue montée jusqu'à Bagnolet. Cette pente, elle est douce, mais elle densifie suffisamment la circulation pour favoriser la création d'embouteillages, rendant le risque de collision encore plus haut. On le rappelle, on est sur route ouverte, sa concentration, elle est au max, il est au point de développer un sixième sens, le boug. Mais Pascal, ça, il l'a prévu. Comme par exemple avec ce célèbre combo bande d'arrêt d'urgence et slalom, comme on t'apprend à l'école de ski, et il évite miraculeusement le danger et continue son chemin. Le voilà arrivé au secteur 3 et 4, qui sont sensiblement les mêmes. Il redescend ce qui a été monté juste avant. Donc, grosse accélération avant de relâcher sur une zone parmi les plus sinueuses du périph', porte d'Ivry jusqu'à porte de Gentilly. L'exigence du circuit s'accentue au fil du parcours, amplifiant la fatigue du pilote déjà bien présente. Mais c'est sans compter sur l'immense ligne droite qui l'attend. 5 km de goudron qui sont pour lui une opportunité sans précédent de gagner quelques secondes au chrono. Dans cette ligne droite, le Prince Noir s'est littéralement satellisé à presque 300 km/h. Imaginez-vous un instant à sa place, où chaque seconde de plus passée sur la moto, sans se planter, est littéralement un miracle de tous les dieux réunis au même endroit pour éviter que votre corps ne fusionne avec le pare-choc d'une Renault R5. Nombreux sont les motards un peu foufous qui ont fait du 300 km/h sur circuit, vous diront que l'effet tunnel sur certaines motos, ça existe. T'accélères tellement vite que tu vois plus autour en fait. Et bien ajoute 15 bagnoles devant toi et un Flixbus et bon courage. Heureusement, après tout ce périple, les derniers secteurs laissent quand même un peu de répit aux pilotes. Il s'engage dans l'un des endroits réputés comme les plus accidentogènes du périphérique. Il a pas fini. Porte de Saint-Cloud, avec son tunnel étroit comportant des virages très serrés. Même les motos les plus sophistiquées de l'époque, elles pouvaient perdre en stabilité lors de sa traversée. La zone est plus fréquentée que prévu. Il y a une mauvaise visibilité à cause de l'obscurité du tunnel. Ces facteurs modifient sa perception de l'environnement. Bref, tout est fait pour se prendre une tôle qui pourrait directement l'amener au guichet des morts stupides. Ah, et si c'est pas suffisant, on peut aussi rajouter que Pascal, il n'en est pas à son premier tunnel. Non, il en a déjà pris 4 avant d'aller dans celui-là. Ah oui, et tant qu'on y est, rajoutons les échangeurs d'autoroute avec l'autoroute A1, A4, A6 pour maximiser les risques de se faire percuter. Toujours pas convaincu? Rajoutons la fatigue physique toujours plus grandissante de pousser une moto à ses limites, la fatigue nerveuse de devoir canaliser sa peur, analyser constamment et extrêmement rapidement les situations pour réagir au mieux, sinon tu meurs. Les obstacles imprévus, comme je sais pas moi, une voiture en panne ou alors un débris qui aurait pu avoir raison de son inconscience un nombre incalculable de fois. Le Prince Noir achève son tour en poussant une dernière fois lui et sa moto dans ses retranchements pour graver dans le marbre un tour époustouflant de 11 minutes 4 secondes. Alors on pourrait croire qu'il est acclamé lorsqu'il finit son exploit, mais pas du tout. Il rentre chez lui direct. Et rentre chez lui, qu'est-ce qu'il avait d'autre à faire? Et puis de toute façon, le gars, il avait prévenu personne. Donc il rentre chez lui, petite bière, peinard. Et puis il est comme ça, tu vois, dans son salon, et puis sans le savoir, il y a une légende qui est en train de naître. Alors pas tout de suite, mais on le verra, ça va aller plutôt vite. Au fait, j'ai oublié de vous dire un petit truc. Il est probable, il y a un monde, où tout ce que je vous ai dit là sur le fait qu'il ait bel et bien étudié le périph' avant de se lancer, ne se soit jamais produit. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il existe une possibilité que le Prince Noir se soit lancé dans son défi à l'aveugle. Pour les plus assidus, vous avez entendu un truc lorsque je donnais des détails de la course. Le Prince Noir a été interviewé à la suite de son exploit. Il aurait même donné chaleureusement les images à la télé pour qu'on puisse les diffuser à la France entière parce que, après tout, vive le buzz. Non. Les avis divergent, mais de ce qu'on entend, Pascal aurait simplement montré la vidéo à ses amis pour les faire marrer et l'histoire aurait dû s'arrêter là. On pense que la télévision française se serait emparée des images suite au bouche-à-oreille grandissant de cette cascade pour en faire la une que vous connaissez tous, le fameux reportage sur France 5.
Dans le petit monde des motards parisiens, c'est le dernier jeu à la mode. Dangereux, insensé, scandaleux sans doute, certains diront même inadmissible. En tout cas, ça existe et les kamikazes de ce genre, malheureusement, sont nombreux. Il y a quelques jours, un jeune de 27 ans, Pascal, surnommé le Prince Noir par ses amis, a lui aussi voulu s'éclater, comme il dit, sur le périphérique. Pascal avait placé sa propre caméra sur sa moto. Décidément, le syndrome James Dean est toujours vivant. Le petit jour va se lever sur Paris. Mes copains escortent Pascal, 27 ans, motard depuis 10 ans, vers le périphérique nord. Place de la Concorde, un dernier wheeling pour saluer l'époque. Pascal a besoin d'être seul, il a pris rendez-vous avec la mort. Alors on y voit le Prince Noir avec son crew de motards qui s'ambiance avant de démarrer le chrono et poncer le périphérique à 190 de moyenne. Évidemment, il s'agit d'une mise en scène. Tout est romancé pour bien grossir le trait du personnage. C'est sûr qu'à la place, tu dis juste c'est un gars qui a tourné autour du périphérique à fond et qui est rentré chez lui après. Bon, ça suffisait pas trop. Ils ont fait en sorte d'alimenter le côté dramatique du personnage avec des scènes de nuit accompagnées de ses fidèles en arrière-plan. Et bien sûr, cette phrase mythique. Pascal a besoin d'être seul, il a pris rendez-vous avec la mort. Je vous assure qu'à l'époque, dire ça, c'était classe. Mais ce qui est encore plus malin de leur part, c'est que la chaîne ne révèle pas l'identité du Prince Noir. Pascal, le nom que l'on entend dans la vidéo et qu'on retient encore aujourd'hui, est un nom d'emprunt. Le gars qui parle tout le long, c'est peut-être en fait un Patrick ou un Daniel. C'est même très probablement un gars qui a été pris au pif par la prod et payé pour illustrer et commenter par-dessus la vraie vidéo de l'exploit. Parce qu'on le rappelle, le Prince Noir, lui, son but, c'était juste, je fais mon truc, je le montre à mes potes et terminé, bonsoir. Un peu léger pour qu'une chaîne TV fasse de l'audimat. Non, ça manquait d'un truc. Comment ça s'appelle? Ah oui, une légende. Le reportage France 5 est donc à l'origine du raz-de-marée médiatique du Prince Noir. L'info, elle explose vraiment, à tel point que des millions de personnes voient la vidéo. Aujourd'hui, des millions de personnes qui voient une vidéo, c'est déjà beaucoup. En 89, des millions de personnes, ça veut dire que tout le monde a vu cette vidéo. L'histoire est aussi reprise dans la presse, Paris Match, Motojournal, Le Parisien, et suscite un grand nombre de commentaires et de critiques. Il entre tellement dans la culture populaire que des lois sur la sécurité routière seront votées avec, pour exemple, à ne pas suivre le Prince Noir. C'est une icône pour toute une génération et idole du monde motard. Il représentait tous les fantasmes de vitesse, chacun avait sa version, le connaissait de près ou de loin, d'autres s'auto-proclamaient Prince Noir, qu'ils aient eu le choix ou non, les médias ne révéleront pas son identité et c'est ce qui ne cessera d'alimenter sa légende. On a beau être stupéfait, consterné ou même admiratif devant cette vidéo, on essaye tous de comprendre comment cette performance complètement folle et complètement illégale a pu traverser l'esprit de notre motard. Car si l'on a déjà à peu près tous songé à rouler plein gaz sur une route ou essayer de battre un record de vitesse en pleine ville, il y a une réelle différence entre y penser pour déconner un peu et le faire réellement. De nos jours, il n'a jamais été aussi facile d'assouvir nos plus gros fantasmes de vitesse, délit de la route et autres folies. Sur les jeux vidéo. Vous le savez mieux que moi, jouer aux jeux vidéo de course ou en open world permet de se défouler sans le moindre danger, sans la moindre conséquence. On peut se mettre à la place d'un pilote de Formule 1, rouler sur une spéciale de rallye, zigzaguer à 200 entre les voitures ou carrément faire des jumps impossibles dans la vraie vie. Et pour ceux qui veulent pousser le truc un cran au-dessus, on peut faire des baptêmes de course sur un circuit pour des prix bien plus abordables qu'avant. En 89, les jeux vidéo moins facile de s'identifier. Pour avoir une licence, il faut payer. Bon, tout le monde ne peut pas payer. Là, j'ai payé la moto 1 650 000. Faut que je la paye à crédit. Bon, je peux pas me permettre de prendre une licence. Ouais, c'est un problème de fric. Vous ne préféreriez pas tourner sur un circuit? Ah si, c'est sûr, si. Ah si. Vous pouvez pas le faire? Les moyens financiers me le permettent pas. Les seules alternatives concrètes pour les fous de vitesse de l'époque, c'était manger des pâtes pendant un an, acheter une moto de moyenne ou grosse cylindrée, puis soit rouler sur circuit, ce qui on l'a dit coûtait encore plus cher qu'aujourd'hui, soit rouler sur la route. Une autre raison qui fait qu'aujourd'hui on a moins de risques de croiser un fou qui roule à 300 sur une voie express, c'est la sensibilisation. Nous sommes début 2025 et la prise de conscience des dangers de la route n'a jamais été aussi diffusée, comprise et acceptée qu'aujourd'hui. Dans les publicités, de nos jours, il est interdit de montrer explicitement qu'une voiture ou tout autre engin motorisé roule à une vitesse excessive ou de suggérer des comportements routiers dangereux. C'est pour ça que vous verrez toujours les véhicules rouler au pas en mettant en avant les performances économiques du véhicule, sa praticité, pas sa vitesse de pointe ni sa cylindrée. Et devinez quoi, ces mesures elles ont été prises dans les années 90. Comme par hasard. Non, si je mets en parallèle les pubs des années 70-80...
Tu voyais ça à la télé, t'avais quand même vachement plus envie de bombarder. C'était vraiment un contexte différent du nôtre. À l'époque, t'ouvrais ton magazine de moto préféré et t'apprenais qu'un mec avait fait un Lyon-Paris en moto contre un putain de TGV. Pardon. En 1989, l'équipe du magazine Moto Revue surprend tout le monde en faisant la course contre un TGV et une Honda CB 1100R. Et devinez quoi? Ils gagnent. La couverture en plus elle est juste magnifique, je vous laisse la regarder. Je vous laisse faire pause, il y a juste tout qui est mythique. C'est purement sensationnel, même aujourd'hui avec tout le contenu disponible qu'on a, c'est abusé. Alors imagine ce qui se passait dans la tête des gens quand ils apprenaient qu'ils pouvaient s'acheter une moto capable de déposer un TGV. J'aurais explosé. Les avions, c'était juste l'époque des vols commerciaux les plus rapides de l'histoire. Le Concorde, faut que je vous le rappelle rapidement, où il volait à Mach 2, 2 fois la vitesse du son, 2180 km/h. Ton Paris-New York, tu le faisais en 3h30. Je mets vraiment plus de temps pour rentrer chez moi dans le sud. Top Gun, sorti 3 ans plus tôt. Tout à l'heure, on parlait de Madonna, artiste du moment, mais c'est sans compter qu'on est en plein dans l'apogée du rock. L'énergie brute, l'attitude rebelle, l'esprit d'indépendance que partagent la moto et le rock sont en pleine symbiose. Le rock a toujours été très associé à une idée de contre-culture et de rébellion qui résonnait avec les motards de l'époque. Très vite perçus comme des hors-la-loi de la route, défiant les conventions sociales. On n'en a pas encore parlé, mais la moto du Prince Noir était une moto déjà légendaire pour l'époque. Les passionnés qui regardent cette vidéo auront sans doute remarqué les éléments compteurs et tableaux de bord d'une GSX-R 1000 de 86. À l'époque, c'est juste la moto que tout le monde a envie de rouler, si ce n'est d'en avoir une un jour dans son garage. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein. J'étais pas né. C'est malheureusement, ouais, je dis, une époque que j'ai jamais connue, mais ça me paraît dingue. Bah, c'était ça, et puis alors ça m'attirait. Le Prince Noir. Alors moi je trouvais qu'il était, enfin bon, il y a prescription, mais j'ai dû attendre 87 pour acheter la 1100 GSX-R. Elle était de 86, parce que c'est en 86 qu'elle est sortie, la 1100. Oh, là c'était ma moto. En fait, normalement une moto, je la gardais 2 mois, 3 mois, et puis je m'en séparais. Mais là j'avais trouvé ma moto. Oui, parce qu'il n'y avait rien de mieux. Et aussi l'époque des GTI, les cafés racers étaient toujours dans les têtes des gens. Bref, vous avez compris, il n'y avait qu'à se servir. La culture de l'époque, tant par le biais de la musique que par la quête constante de vitesse, de performance et de records, donnait vraiment l'impression de devoir vivre à fond et de tester constamment ses limites. L'idée d'un défi contre les machines, de vivre à pleine vitesse, de se mesurer à des éléments comme les trains, je le rappelle, un train, une course contre un train, c'était un moyen de se sentir libre, vivant et de s'affirmer. Ces influences ont profondément marqué la culture des motards qui ont nourri des comportements risqués, voire extrêmes. Et le Prince Noir n'y a pas échappé. Il en est même devenu l'icône, la quintessence d'une ère où tout ou presque paraissait possible. On retiendra le fameux Ghost Rider, considéré comme l'héritier du Prince Noir, qui lui décida de réitérer sa cascade en 2004 avec une moto bien plus performante qu'à l'époque. 20 ans de développement dans la vue quand même. Pour finir un tour complet en 9 minutes 57. Moins de 10 minutes pour faire le tour du périph'. Lui, il aura bien plus médiatisé, et en 2004 c'était encore possible, mais heureusement 20 ans plus tard, on ne voit plus ce type de cas extrême apparaître. Aujourd'hui, la prouesse du Prince Noir reste gravée dans la mémoire collective des motards. Une légende qui continue de fasciner et de susciter des débats de passionnés. Son acte, aussi audacieux que déraisonnable, a marqué son époque, non seulement comme une prouesse de témérité, mais aussi, malgré lui, comme un signal d'alerte. Ironiquement, ce défi que s'est lancé tout seul le Prince Noir a fini par avoir une influence bien plus profonde qu'il n'aurait pu imaginer. En inspirant des débats sur les limitations de vitesse, les comportements à risque et même les réglementations des routes. Une fin improbable pour un axe de pure folie qui transforme ce moment d'éclat en un héritage paradoxal, où l'excès devient source de mesure et d'ordre. Merci d'avoir suivi cette vidéo, abonne-toi pour la suite si c'est pas déjà fait, ce sera avec plaisir de te revoir, à la prochaine. Est-il besoin de rappeler à ce jeune homme que la vitesse est la principale cause des accidents mortels? En tout cas, mettre sa vie en jeu est une chose, risquer celle d'autrui en est une autre.